Bon midi, donc je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Julien Martin, qui est un fellow Cyrano, qui est professeur à l'UQAM et qui vient de m'annoncer qu'il est tout jeune titulaire de la chaire de recherche UQAM sur l'impact local des firmes multinationales. Alors bravo pour l'obtention de cette chaire. Et donc Julien va nous présenter en fait une étude qui a été faite au Cyrano dans le cadre de notre partenariat avec le gouvernement sur la planification fiscale des sociétés québécoises et recours aux paradis fiscaux. Alors merci Julien, et puis merci à ceux qui sont en ligne, qui nous écoutent. Excusez-moi, je ne me suis pas adressée à vous directement. Ok, merci Nathalie. Bonjour à tous, merci d'être venus, merci d'être en ligne. C'est possible que, donc comme il y a comme une vidéoconférence, c'est possible que je bouge et que je prenne le micro. Donc vous inquiétez pas si j'ai un micro dans la main, c'est juste que je parle au monde à Québec. Ok, donc je vais commencer à vous parler du rapport. Je vais peut-être commencer par mettre un peu en contexte le rapport. Donc oui, c'est pas une erreur, il y avait bien un gilet jaune sur le sur le premier acétate. Donc on sait pourquoi le gilet jaune, et on voit il y a plein de revendications sur le gilet jaune du monsieur. Une des revendications, c'est stop évasion fiscale, d'accord. Et donc pourquoi est-ce que je voulais commencer avec ça? Et en fait, si j'avais donné cette présentation il y a quelques années, j'aurais parlé de Occupy Wall Street ou j'aurais pu parler de Podemos, mais il y a un mouvement global de protestation et qui, en partie, revendique et demande plus de ce qu'ils appellent justice fiscale. D'accord. Et en fait, il y a une pression populaire, une pression médiatique, une pression politique pour avoir une contribution plus juste à l'impôt des plus riches et des multinationales. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui est c'est poussé dans les médias, c'est poussé dans la rue, c'est poussé également par certains partis. Et donc, il n'y a pas les gilets jaunes encore au Québec. On espère que ça va rester comme ça. Mais on a quand même, là, je reporte les chiffres d'un sondage de Somme qui a été fait auprès des Québécois. Donc, on a 80% des Québécois qui trouvent inacceptable le recours aux paradis fiscaux par certains contribuables et certaines entreprises. Donc, à la limite, on peut dire que c'est un statement que tout le monde pourrait avoir. Mais 79, donc près de 80% aussi, pensent que cette lutte, la lutte contre l'évitement fiscal ou l'évasion fiscale, devrait être une priorité pour les politiques au Québec et au Canada. Je pense que 20%, c'est surestimé, mais il y a probablement une partie qui serait pour. Et donc, je veux dire, sur le premier 80%, c'est une chose. Sur les autres, on peut aussi se dire que l'évasion fiscale, c'est un problème, effectivement, ou l'évitement fiscal, c'est un problème, mais qu'il y a d'autres problèmes plus importants, et donc ça ne devrait pas être une priorité. Mais il y a 80% qui trouvent que c'est une priorité. La question, quand on voit tout ça, quand on voit ces mouvements, ces revendications, une question qu'on peut se poser, c'est sur quelle base sont fondées ces convictions-là. Et en fait, ces convictions et cette idée que l'évitement fiscal, l'évasion fiscale, c'est des problèmes de premier ordre dans nos sociétés, c'est majoritairement lié à des enquêtes journalistiques qui ont eu lieu. Donc là, par exemple, je reporte la couverture par le consortium de journalistes des Paradise Papers, où en fait, on a comme ça des cas, des exemples d'entreprises où on voit que voilà, telle entreprise a été au Luxembourg ou telle entreprise est passée par le Panama pour éviter tel montant d'impôt. Donc, c'est des évidences qui sont relativement parcellaires. D'accord. Donc, c'est souvent des cas individuels. Et en fait, il y a très peu d'études systématiques de ces questions-là, des questions d'évitement fiscal, surtout au niveau des entreprises. On a très peu de chiffres sur ces questions-là. Et donc, l'objectif du rapport, c'était peut-être de contribuer à ce débat dans ce contexte où on demande plus de justice fiscale. Une des premières choses à faire, c'est d'arriver avec des chiffres et d'essayer de réfléchir à quels sont les montants en jeu, qui sont les parties prenantes de ces comportements d'évitement fiscal. Donc, l'objectif du rapport, c'était de proposer une quantification de la part des profits réalisés par les entreprises québécoises dans les paradis fiscaux, essayer de réfléchir à la baisse de charges et la baisse d'imposition qui sont associées à ces pratiques. Donc, il y a deux parties dans cette présentation. Une première partie vraiment descriptive qui utilise des données individuelles d'entreprise pour essayer de réfléchir au taux de taxe effectif, à l'évolution du taux de taxe effectif auquel font face les multinationales québécoises et son évolution au cours des 15-20 dernières années. Et ensuite, dans un deuxième temps, on prendra une perspective un peu plus macroéconomique. On essaiera d'évaluer quels sont les montants en jeu
et en particulier, quelle est l'importance du recours aux paradis fiscaux par les multinationales au Québec. Donc, si on devait résumer les résultats, donc le taux statutaire, donc une société au Québec, d'une taille suffisamment importante, on s'attend à ce qu'elle paye un taux statutaire d'environ 26,9%. D'accord. Donc ça comprend les impôts sur les sociétés qu'elle verse au Québec et donc au niveau provincial et les impôts versés au niveau fédéral. Donc ça, c'est la théorie. La pratique, le taux effectif payé par les entreprises québécoises, c'est à peu près 15,3%. Vous voyez, il y a 10 points de pourcentage, plus de 10 points de pourcentage d'écart entre le taux effectivement payé et le taux statutaire. Ce qui est important de préciser maintenant, et je le redirai après, c'est que cet écart entre le taux statutaire et le taux effectif, ce n'est pas uniquement lié à de l'évitement fiscal par les paradis fiscaux. Il y a plein de raisons pour lesquelles les entreprises québécoises payent un taux effectif qui est différent du taux statutaire. Ensuite, si on tourne sur les perspectives un peu plus macro, on a entre 25 et 30% des profits étrangers réalisés par les entreprises québécoises qui se trouvent dans les paradis fiscaux. D'accord. Donc, c'est quand même quelque chose de conséquent, un élément conséquent. Et en fait, le recours aux paradis fiscaux par les multinationales, ça explique environ 12% de l'écart entre ce 15,3 et ce 26,9. D'accord. Donc, il y a une dizaine de pourcents, 10 à 15% de l'écart entre le taux statutaire et le taux effectif, qui est le fait du recours aux paradis fiscaux. Québécoises. Je vais revenir après sur les définitions. Et donc, ce qui est une autre chose, et on verra quand à la fin, j'essaierai de mettre en perspective un peu ces chiffres, un point important à avoir en tête, c'est que là, j'ai donné des chiffres plutôt macro pour l'économie dans son ensemble, mais ces chiffres macro, ils sont tirés par une poignée d'entreprises. D'accord. Donc, l'économie québécoise, comme toutes les économies aujourd'hui, extrêmement granulaire, le gros de l'activité économique est fait par un petit nombre d'entreprises. Et plus on regarde les dimensions internationales des entreprises, plus c'est granulaire. D'accord. Donc, il y a un millier d'entreprises qui font la plupart des exportations québécoises, une centaine d'entreprises qui font la plupart des investissements directs, et peut-être une dizaine ou une cinquantaine d'entreprises qui sont dans les paradis fiscaux. Donc, c'est extrêmement granulaire. Il faut aussi mettre, quand je vous présenterai des chiffres en valeur, il faudra mettre ça en perspective avec le nombre d'entreprises qui sont associées à ces pratiques. La littérature, donc il y a de plus en plus d'études microéconomiques qui mettent en avant, qui arrivent à mettre en avant de manière directe ou indirecte les pratiques d'évitement fiscal des multinationales à travers les paradis fiscaux. Donc, on a des études sur données US. En Angleterre, il y a une étude importante aussi en Allemagne. Et avec 3 co-auteurs, on a également fait une étude sur les prix de transfert et l'évitement fiscal vers les paradis fiscaux avec des données françaises. En termes de quantification macro, il y a beaucoup moins de littérature. Et donc, le papier qui a été le premier à essayer de faire cette quantification macro avec une perspective un peu économique, c'est le papier de Zuckman 2014. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va reprendre la méthodologie de Zuckman pour essayer de quantifier l'importance des paradis fiscaux pour l'économie québécoise. Et si jamais on s'intéresse spécifiquement au Canada et au Québec, il y a vraiment très peu d'études. Donc, en fait, étonnamment, il y a eu toute une littérature dans les années 80, 70, 80 au Canada. Depuis 15 ans, il n'y a vraiment pas grand-chose d'un point de vue quantitatif. Et la seule exception, c'est le mémoire qui a été fait par le ministère des Finances du Québec au cours des auditions de la Commission des finances publiques sur justement le recours aux paradis fiscaux. Donc, c'est la seule pièce. Ok, donc je vais commencer par le taux de taxe effectif. Là, c'est juste pour vous donner une idée, encore une fois, des évolutions et de l'écart entre ce qui est effectivement payé par les multinationales québécoises ou par les entreprises québécoises relativement au taux statutaire. Donc, juste pour vous donner un exemple, pour que ce soit vraiment clair pour tout le monde ce que c'est le taux de taxe effectif. Donc, Apple, par exemple, si on prend les profits mondiaux d'Apple, c'est 61 milliards de dollars. D'accord. Donc, en 2016, Apple faisait 61 milliards de dollars. Le taux de taxation US est 35%.
En tout cas, c'est 35% jusqu'à il y a un an. Mais si on pense sur la période d'études que j'ai dans le papier, c'est 35%. Et sachant que la taxation US s'applique à l'ensemble des profits, d'accord, les profits qui sont réalisés aux États-Unis, mais aussi les profits réalisés par les entreprises américaines en dehors des États-Unis, on s'attend à ce que Apple paie à peu près 21 milliards d'impôts pour cette année-là. Si on regarde dans le bilan financier d'Apple, Apple cette année-là avait payé 10 milliards d'impôts, d'accord, donc 2 fois moins. Oui. C'est donc le 10 milliards, le 10 milliards, c'est le cash paid. Donc, c'est vraiment ce qu'ils ont déboursé. Ce qu'ils ont provisionné, je crois que c'était 3 ou 4, il y avait peut-être 4 milliards en plus. Donc, mais c'est le déboursé, d'accord. Bah, là, c'est un petit peu technique. Moi, je vais parler que de débourser, que ce qui est effectivement payé dans la littérature. Donc, ça veut dire que le taux taxe effectif d'Apple, c'était 16%. D'accord. Donc, le taux statutaire, c'est 35%. Au final, elle aurait dû payer 21 milliards. Elle a payé 10 milliards. Le taux effectif est 16%. Donc là, je vais prendre d'autres questions après. On va essayer de faire ce calcul-là de manière systématique pour l'économie québécoise dans son ensemble et ensuite secteur par secteur au Québec et ensuite entreprise par entreprise au Québec. Juste pour essayer de regarder ça. C'est ça. Ouais, c'est. Ouais, mais il y a. Ouais, mais il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de double imposition. C'est-à-dire que si jamais je paye 20% en Floride, je vais payer le différentiel sur les profits en Floride, je vais payer le différentiel au fédéral, mais il n'y a pas de double imposition. Ok, donc qu'est-ce que c'est la définition du taux de taxe effectif? C'est le montant de taxes payé relativement aux bénéfices financiers. Donc, il n'y a pas les taxes qui sont provisionnées dans la définition qui est prise ici. Ouais. Non, non. Ouais. Oui, exactement. Oui, tout à fait. Exactement, mais tout l'objet de la planification fiscale, c'est de faire en sorte qu'il y ait un écart entre les deux pour pouvoir réduire les montants d'impôts payés. Donc nous, on capte ça, on capte ce jeu, dans la mesure qui est utilisée ici, il y a une partie qui est liée justement à ces différences entre bénéfices financiers et bénéfices comptables. Exactement. Bah, exactement. Donc là, c'est le slide d'après. Vous avez un slide en avance à chaque fois pour moi. Le slide d'après, je viens à ce point-là. Donc, qu'est-ce que c'est la définition? On l'a vu. Le champ d'études, je prends en fait l'ensemble des entreprises dont le siège social est au Québec. D'accord. Et donc, c'est des entreprises publiques dont le siège social est au Québec. Pourquoi? Parce que la seule base de données dont je dispose pour faire cette étude, c'est la base de données Compustat, où j'ai l'information au niveau pour les sociétés, uniquement pour les sociétés cotées en bourse. Donc, c'est pour ça qu'on se restreint à ces sociétés-là. Et donc, je me restreins aux sociétés dont la tête de groupe est au Québec. Et donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc, si je prends par exemple SNC Lavalin, je vais avoir les profits mondiaux de SNC Lavalin et les taxes, le niveau de taxes, le montant total de taxes payées par SNC Lavalin à l'ensemble des administrations fiscales dans le monde. Okay, c'est pas seulement une perspective québécoise, c'est vraiment les profits mondiaux et le montant de taxes mondiaux qui sont payés. Donc, la métrique, on va comparer ça au taux statutaire. On va regarder la différence entre le taux effectif et le taux statutaire. Et il y a toute une littérature, notamment en comptabilité, en droit, qui utilise cette mesure de taux de taxe effectif. Notamment, il y a Michelle Hanlon au MIT, qui est une professeure reconnue en comptabilité, qui a toute une série de papiers qui utilisent cette mesure-là. Donc, il n'y a pas d'innovation ici, c'est quelque chose d'assez standard. Donc, là, pour revenir au point qui vient juste d'être soulevé, le différentiel entre le taux de taxe effectif et le taux statutaire peut venir de deux choses. D'une part, ça peut venir
l'exploitation d'avantages et d'abris fiscaux. Typiquement, si vous avez des crédits d'impôt parce que vous faites de la recherche et développement, vous allez pouvoir déduire ça de votre bénéfice financier. Et donc ça va vous donner un bénéfice comptable qui va être plus faible. Et donc, mécaniquement, votre taux effectif de taxation va être plus bas juste parce que vous avez obtenu des crédits d'impôt. De la même manière, l'amortissement permet de réduire le taux effectif de taxation. Il y a aussi énormément de jeux qui est lié au report de pertes qui vont venir réduire le taux effectif de taxation. Donc ça, c'est des choses qui sont, c'est des instruments qui permettent pour les entreprises de payer un taux de taxe effectif plus bas, mais qui sont mis en place par le gouvernement. D'accord ? Donc, si on dit aux entreprises, c'est un crédit d'impôt recherche, c'est vraiment, on veut inciter les entreprises à faire de la recherche et développement. Donc, on va leur dire, vous allez pouvoir déduire cette recherche et développement de votre bénéfice et payer moins d'impôts. Donc, il y a toute une partie de l'écart entre le taux statutaire et le taux effectif qui est non seulement qui est totalement légal pour les entreprises, mais en plus qui est quelque chose qui est encouragé par le gouvernement. Donc, il ne faut pas prendre l'écart entre taux statutaire et taux effectif comme quelque chose de forcément mauvais et des méchantes entreprises, etc. Il y a toute une partie qui est juste la fiscalité normale du Québec. Il y a une autre partie de l'écart entre le taux effectif et le taux statutaire qui vient de la localisation des profits, d'accord ? Et en particulier, une partie de l'écart entre le taux statutaire et le taux effectif vient du fait qu'une partie des profits sont localisés dans des juridictions où le taux de taxe est très faible. D'accord ? Et donc, nous, ce à quoi on s'intéressera dans la deuxième partie, c'est vraiment ce qui est lié à l'évitement fiscal dû au recours aux paradis fiscaux. D'accord ? Donc, la base de données utilisée, j'en ai parlé rapidement, c'est Compustat. J'ai 196 entreprises cotées en bourse sur la période 2000-2014 que j'étudie. Et encore une fois, je me restreins aux entreprises dont le siège social est localisé au Québec. Donc, la formule du taux de taxe effectif au niveau agrégé, c'est simplement pour l'économie québécoise, le montant des taxes payées par les entreprises dans mon échantillon, d'accord, divisé par le montant des profits réalisés par les entreprises dans cet échantillon. Et donc ça va me donner mon taux de taxe effectif agrégé. Et ensuite, je peux calculer le même genre, je peux effectuer le même genre de calcul. Au lieu de faire au niveau du Québec, je peux me restreindre aux entreprises au sein d'un secteur au Québec, ce qui va me donner le taux de taxe effectif sectoriel. Et ensuite, on verra que je peux aussi effectuer ce genre de calcul au niveau individuel pour avoir un taux de taxe effectif individuel entreprise par entreprise. Donc là c'est le graphique principal sur l'évolution du taux de taxe effectif agrégé. Donc, les petits triangles là avec les tirés, ça indique l'évolution du taux de taxe statutaire au Québec. Donc, vous voyez qu'il y a une baisse depuis les années 2000 du taux de taxe statutaire, qui est maintenant un peu au-dessus de 26%, enfin, qui était à la fin de la période d'études à 26,9%. Et le taux effectif, qui est en trait plein en noir avec le rond, la courbe du bas, lui, il est à 15,3%. Donc, vous avez, à la fin de la période d'échantillon, presque 10 points de pourcentage d'écart entre le taux effectif et le taux statutaire. Ensuite, comme je vous ai dit, on peut essayer de regarder ça secteur par secteur. On voit que les secteurs pour lesquels il y a l'écart le plus grand entre le taux de taxe effectif et le taux de taxe statutaire sont le secteur manufacturier et le secteur de finance et assurance. Dans quasiment tous les secteurs, le taux de taxe effectif est en dessous du taux de taxe statutaire, mais les deux plus importants, c'est finance et secteur manufacturier. En fait, il y en a un troisième qui a un taux de taxe encore plus bas que tous les autres, c'est le secteur de l'immobilier, où on a des taux de taxe qui sont vraiment extrêmement bas. Ça, c'est lié au fiducie. Et donc, ça n'a probablement aucun rapport avec les paradis fiscaux. C'est juste le système en place qui permettait aux entreprises dans l'immobilier d'avoir des taux effectifs extrêmement bas sur la période. Notez aussi qu'on est pour le Québec, quand on commence à faire secteur par secteur, on a de moins en moins d'entreprises. Là, dans l'immobilier, j'ai 3 entreprises. Donc, ce n'est pas forcément représentatif de l'intégralité du secteur, mais c'est représentatif des entreprises cotées en bourse dans le secteur de l'immobilier au Québec. Et si on prend au niveau du Canada, on trouve aussi au niveau du Canada que dans l'immobilier, les taux de taxe effectifs est bas. Mais encore une fois, pour bien ancrer
cette idée, donc là, je vous donne des évolutions et je vous donne un écart entre taux de taxe effectif et taux de taxe statutaire. Pour l'immobilier, il y a de grandes chances, enfin, c'est quasiment sûr, il n'y a rien à voir avec, il y a très peu à voir avec les paradis fiscaux. Il y a d'autres raisons qui expliquent ça. Donc, les fluctuations, il y a une raison statistique et après, il y a une raison plus économique. La raison statistique, par exemple, pour le service professionnel, encore une fois, c'est qu'il y a certains secteurs où on a relativement peu d'entreprises. Et donc, d'une année sur l'autre, il y a une entreprise qui arrive, une entreprise qui a un taux vraiment plus bas ou vraiment plus haut, ça va venir faire… Oui, donc il y a un autre moment. Ouais, donc il y a quelques périodes où effectivement le taux effectif devient supérieur au taux statutaire. On remarquera que c'est toujours à peu près au même moment, c'est pendant la crise de 2008. D'accord. Et en fait, ça, c'est lié à des stratégies de report de pertes des entreprises qui vont venir contaminer un peu la mesure qu'on a. Donc, typiquement, dans finance et assurance, il y a eu énormément de jeux d'écriture au niveau des reports de pertes qui font que le taux de taxe effectif était plus important que le taux de taxe statutaire. Ouais. C'est vraiment pendant la crise qu'il y a eu cette stratégie. Ok, taux de taxe effectif individuel, pour les raisons mentionnées, que je viens juste de mentionner, là, des raisons conjoncturelles, il peut y avoir des reports de pertes, il peut y avoir une partie des taxes qui est provisionnée une année, des entreprises qui doivent payer des taxes en retard ou qui sont remboursées des taxes, etc. Donc, si on prend le taux de taxe effectif individuel pour une année, pour une entreprise, c'est extrêmement volatile et on ne peut pas dire grand-chose. Donc, ce qui a été décidé dans la littérature, c'est au lieu de prendre un taux de taxe effectif individuel calculé sur une année, c'est le calculer sur plusieurs années. Donc là, j'ai calculé le taux de taxe effectif sur 5 années. Donc en gros, ce que c'est le montant total d'impôts payés par une entreprise sur une période de 5 années relativement aux bénéfices réalisés par ces entreprises sur les 5 années en question. Et donc ça va me donner en moyenne quel a été le taux de taxe effectif des différentes entreprises au cours du temps. Donc ça, je l'ai fait pour l'ensemble des entreprises dans la base. L'idée, ce n'est pas de pointer certaines entreprises du doigt, c'était plus pour mettre en avant qu'il y avait énormément d'hétérogénéité dans les taux de taxes effectifs observés. Donc là, c'est calculé sur 2010-2014. Vous voyez qu'il y a certaines entreprises qui ont des taux de taxes effectifs qui sont qui sont vraiment très faibles, à 2%, et vous en avez d'autres qui sont à presque 24%, qui sont vraiment proches du taux statutaire. Donc, il y a vraiment de l'hétérogénéité dans ces taux individuels effectifs. Ce qui veut dire que, et en fait, on va le voir ici dans la décomposition de variance que j'ai fait ici, en fait, le différentiel entre le taux statutaire et le taux de taxe effectif, ce n'est pas une tendance qui va être spécifique à un secteur, ce n'est pas une tendance qui va être spécifique à une province. Donc là, ce que j'avais fait, c'est que j'ai calculé le taux de taxe effectif individuel pour toutes les entreprises cotées en bourse au Canada. D'accord. Et donc, j'ai regardé quelle partie de la dispersion des taux effectifs entre toutes les sociétés cotées en bourse canadienne est liée à une dimension temporelle, à relativement peu, seulement 1,2%, c'est dû à ça. Qu'est-ce qui est lié à des caractéristiques sectorielles? Seulement 4,4%. D'accord. Donc, il ne semblerait pas qu'il y ait un secteur qui soit, ou certains secteurs où il y a énormément d'écart et d'autres secteurs où il y a très peu d'écart. Est-ce que c'est lié aux provinces? Il y a 10% de la dispersion qui est expliquée par un effet fixe province, donc c'est relativement peu. Et en fait, on voit 62% de la dispersion, c'est lié à l'effet fixe entreprise. Donc, il y a vraiment une composante idiosyncratique dans ces comportements de planification fiscale. Oui, surtout que là, j'ai mis… non, ça pourrait, techniquement, ça pourrait, mais on voit quand je mets secteur tout seul ou province tout seul, ça fait 4%, 11%, et quand je mets les deux, ça fait 14%. Donc, l'effet fixe province, il capte autre chose que simplement la structure sectorielle. Sinon, quand je mets les deux, je resterai à 11%. Donc, ça capte un petit peu plus que ça. Exactement, c'est la province du siège social. Oui. Non, donc toute l'étude là, elle est réalisée par rapport au siège social des entreprises. Et effectivement, avec les entreprises globales qu'on a, le siège social, ça a le sens que ça a, mais ça ne représente pas tout. Ouais.
Ouais. Non, c'est vrai. Et d'ailleurs, là, c'est un point, c'est que ça, tout ce qui est allocation des profits interprovinciales, je n'y touche pas du tout dans cette étude-là. Et donc, ouais, il faut lire les résultats à la lumière de cette absence de considération de ma part pour la taxation interprovinciale. Donc, conclusion d'étape, le taux de taxe effectif a baissé au Québec au cours des 15 dernières années. Et maintenant, il s'établit à près de 10 points de pourcentage en dessous du taux statutaire. Et il semble que l'intensité de cette pratique est vraiment quelque chose qui est spécifique à certaines entreprises. Et la question qu'on va se poser dans le reste de la présentation, c'est savoir quelle part de la tendance qui est observée ici et quelle part de l'écart entre le taux statutaire et le taux de taxe effectif est attribuable au recours aux paradis fiscaux. OK, donc qu'est-ce que c'est la définition qu'on va prendre pour avoir une idée du recours aux paradis fiscaux? C'est le montant des bénéfices réalisés dans les paradis fiscaux par les entreprises québécoises relativement aux bénéfices totaux des entreprises québécoises. Donc ça, c'est quelque chose, ça semble extrêmement simple. Vous allez voir après que c'est un peu plus compliqué que juste la manière dont je l'ai énoncé. Donc cette mesure, elle a été utilisée par Zuckman pour les États-Unis. Et en fait, sur quoi elle repose cette mesure? L'idée, c'est que cette mesure, elle va donner une bonne approximation si on fait l'hypothèse que la taxation des profits québécois dans les paradis fiscaux est quasiment nulle. D'accord? Et donc, je n'ai pas les mêmes données que Gabriel Zuckman pour le Québec, mais Gabriel Zuckman, il y a toute une partie dans son étude où il montre qu'effectivement, les évidences directes et indirectes qu'on a sur le niveau de taxation des multinationales américaines dans les paradis fiscaux, c'est effectivement proche de zéro. Donc, faire cette hypothèse-là, ce n'est pas une hypothèse qui semble trop mauvaise. Donc, pourquoi est-ce que c'est compliqué? En gros, tout ce que je veux, c'est trouver la fraction des profits qui a lieu dans les paradis fiscaux relativement aux profits totaux. D'accord? Donc, aux États-Unis, quand on veut ça, on va sur les sites du census et on trouve l'information. Au Canada, quand on veut ça, on n'a pas cette information-là. Pourquoi? Parce qu'au Canada, on n'a pas le chercheur et en fait, d'après pour en avoir parlé avec les chercheurs au ministère des Finances, ce n'est pas seulement les chercheurs académiques, mais la personne au Québec ne connaît le montant des profits réalisés dans les paradis fiscaux par les entreprises canadiennes. Je ne veux même pas dire québécois, je dis juste canadiennes. Donc ça, on ne le connaît pas. Ce qu'on connaît au Canada, c'est la part des profits étrangers relativement aux profits totaux. D'accord? Donc, pour le Canada, on va être capable de calculer ça. Et cette partie-là, il va falloir l'approximer. D'accord? Le poids des paradis fiscaux dans les profits étrangers, je ne le connais pas, donc je vais devoir trouver des méthodes pour approcher ça. Donc, le premier terme, celui qu'on connaît, la part des profits réalisés à l'étranger par les entreprises canadiennes. Là, vous voyez l'évolution au cours du temps. On est à peu près un quart des profits des entreprises canadiennes qui sont réalisées à l'étranger. Ça, c'est moins qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un peu plus de 30% des profits qui sont réalisés à l'étranger. Mais donc, ce premier chiffre, on l'a pour le Canada. On verra que pour le Québec, c'est plus compliqué, mais pour le Canada, on a ce premier chiffre. Donc, le deuxième partie qui me manque, c'est le ratio, quelle est la part des profits étrangers qui sont réalisés dans les paradis fiscaux. Donc, comme je disais, les données ne sont pas disponibles au Canada. L'alternative les données qu'on a réussi à obtenir, c'est les données sur les investissements directs à l'étranger. Donc, l'hypothèse qu'on va faire ici, c'est que le rapport profit dans les paradis fiscaux sur profit étranger, c'est proportionnel au poids des IDE, des investissements directs étrangers dans les paradis fiscaux relativement aux investissements directs étrangers totaux du Canada. Est-ce que c'est une bonne approximation? Il se trouve que pour les US, on a les deux. On a les deux données. On a les profits dans les paradis fiscaux et les IDE dans les paradis fiscaux. Et donc, quand on corrèle ça, on se rend compte que c'est très corrélé. Si jamais, quelque chose, les IDE vont un petit peu sous-estimer les profits. Donc, c'est-à-dire que la mesure qu'on utilise ici, c'est une mesure qui est plutôt conservatoire. D'accord? Donc, on a cette deuxième partie. Donc là, vous voyez le poids des paradis fiscaux dans les IDE canadiens et son évolution depuis 1987.
Donc, vous voyez qu'au début, au milieu des années 80, les paradis fiscaux, ça représentait 12-13% des investissements directs étrangers canadiens. Ça représente presque 25% des IDE canadiens à la fin 2014. Et notamment, il y a eu une place énorme, il y a la Barbade qui est partie de quasiment zéro et qui compte qui reçoit presque 5% des IDE canadiens, à la fin 2014. Ouais. Ouais, donc les paradis fiscaux, on prend la liste qui a été mise en place par le Fonds monétaire international. C'est celle-là qu'on prend. Ouais, donc il y a la Barbade, les îles Caïmans, plusieurs îles aux Caraïbes. Dans les pays européens, on prend l'Irlande, les Pays-Bas, la Suisse. D'accord. Il y a d'autres pays en Europe comme Malte qui apparaissent là-haut. Et Asie-Océanie, c'est principalement Hong Kong et Singapour. Donc, c'est la liste standard. On voit qu'au Québec, le gros, c'est quand même fait par, au Canada, pardon, le gros de ces Barbades, Caïmans et les pays aux Caraïbes. Et Irlande. On va au soleil. On va là où c'est le plus proche, ouais. Exactement, ouais, tout à fait. Ok, donc une fois qu'on a mis ensemble tous ces chiffres, ça nous permet de faire le calcul. Donc, qu'est-ce qu'on a? On obtient que le recours aux paradis fiscaux permet aux entreprises canadiennes de réduire leur charge fiscale d'à peu près 7%. D'accord? Est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup? Si on compare aux chiffres américains, c'est relativement peu. D'accord? Aux États-Unis, l'étude de Zuckman, elle montre que le recours aux paradis fiscaux des multinationales américaines, ça permet de réduire leur charge fiscale de 25%. Mais il y a deux choses qu'il faut avoir en tête, deux raisons qui expliquent l'écart entre ce qu'on trouve pour le Canada et ce qu'on trouve pour les États-Unis. La première chose, c'est simplement le fait que le taux statutaire aux États-Unis sur la période, il était de 35%, contre seulement 26% au Canada. Donc, mécaniquement, les entreprises, elles ont beaucoup moins d'incitation au Canada à faire de l'évitement fiscal que les entreprises américaines. L'autre dimension qui explique pourquoi est-ce qu'il y a un tel différentiel entre les États-Unis et le Canada, c'est le fait que l'internationalisation des entreprises est assez différente. Et notamment, on a des grosses entreprises au Canada, mais on n'a quand même pas l'équivalent de Google, d'Amazon ou d'Apple, qui, eux, réalisent plus que 50% de leur chiffre d'affaires en dehors des États-Unis. Donc, ces deux éléments combinés expliquent la différence. Je reviendrai après, encore une fois, à la fin, je vais revenir avec des montants en valeur pour discuter un peu l'importance. Maintenant, passons au Québec, parce que là, je vous ai parlé du Canada, mais ce qui nous intéresse, c'est le Québec. Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Québec? Le problème, c'est que dans l'équation de départ que je vous ai montrée, il n'y a aucun des termes qui est connu pour le Québec. D'accord? Donc, maintenant, on va devoir encore utiliser des astuces et stratagèmes, mais pour chacun des termes. Donc, l'idée qu'on va avoir, c'est qu'on va se dire, l'idée, elle est tout simple, on va répartir les chiffres canadiens au niveau québécois à proportion de l'activité qui est réalisée au Québec. Donc, ce terme-là, le terme du bas, ça, c'est le terme qu'on avait tout à l'heure pour le Canada. Et donc, l'idée, c'est de savoir, OK, est-ce que sur les 7% de réduction de charge dont j'ai parlé tout à l'heure, est-ce qu'au Québec, c'est un peu plus ou est-ce que c'est un peu moins que dans le reste du Canada? De quoi ça va dépendre? Est-ce que c'est un peu plus ou un peu moins? Ça va dépendre d'une part de est-ce que les entreprises québécoises sont plus internationalisées que les autres? D'accord? Si elles sont plus internationalisées, bah forcément, ça va conduire à des baisses de charges un peu plus élevées. Si elles sont moins internationalisées, ça va être moins. Et ça va dépendre aussi du poids du Québec. Donc, c'est cette internationalisation relativement au poids du Québec dans l'activité économique. D'accord? Donc, si jamais là, j'ai un ratio de 1, c'est-à-dire que le poids du Québec dans les activités domestiques est exactement égal au poids du Québec dans les activités à l'étranger. Et dans ce cas-là, ça veut dire que les chiffres pour le Canada sont exactement les chiffres pour le Québec. Si jamais j'ai un ratio qui est inférieur à 1 ici, ça veut dire que le poids du Québec dans les activités internationales est plus petit que le poids du Québec dans les activités domestiques. Et donc, ça veut dire que le Québec va être un peu moins sujet aux problématiques d'évitement fiscal que le reste du Canada. Et inversement, si vous avez un ratio qui est supérieur.
OK, donc qu'est-ce que c'est le poids du Québec dans l'économie canadienne? Donc là, j'ai pris juste la part du Québec dans les profits canadiens et vous voyez, par exemple, en 2013, en termes de revenus imposables, c'est un peu plus de 20%. D'accord? Donc, vous avez 21%, le poids en termes de revenus imposables, c'est 21% du Canada. Donc là, j'ai le dénominateur, maintenant il me faut le numérateur. Donc, la question, c'est quel est le poids des profits étrangers québécois sur les profits étrangers du Canada? Encore une fois, je ne connais pas tout ça. Donc, ce que je fais, c'est l'idée que j'ai eue, c'est que je me suis dit, on va approximer ça pour les IDE. On a vu que c'était une clé d'apportionnement qui était relativement bonne. Donc, ce que je dis, c'est que cette grandeur-là, c'est proportionnel au montant des IDE québécois relativement aux IDE canadiens. Mais encore une fois, on est au Québec, on n'a aucune idée du montant des IDE québécois. D'accord? Donc, il faut encore approximer ces IDE québécois. Et donc là, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire les IDE québécois, en fait, secteur par secteur, c'est la même proportion qu'au Canada. Et donc, la différence entre les IDE québécois et les IDE canadiens, elle va juste venir d'une différence de structure. D'accord? Donc, et typiquement, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que là, c'est 4 provinces, Alberta, Colombie-Britannique, Ontario, Québec, et c'est leur poids dans différents secteurs d'activité. Et donc, on voit que dans l'extraction, 60% de l'extraction au Canada, c'est l'Alberta. La fabrication, donc tous ces secteurs manufacturiers, un peu plus de presque 45%, c'est Ontario et 25%, c'est le Québec. Et on voit par exemple que pour finance assurance, Ontario a un poids disproportionné et le Québec est relativement moindre par rapport à la construction, etc. Donc là, ça nous dit que la structure productive du Québec est un peu différente des autres provinces canadiennes. Et il se trouve que on a l'information sur les investissements directs étrangers du Canada par secteur. Et donc, ce qu'on voit, par exemple, c'est que finance et assurance, le poids de la finance et assurance dans les IDE canadiens, c'est presque 40%. D'accord? Alors que la finance et assurance comptent pour 7% du PIB. Donc, on voit que des distorsions, des différences de structure productive, ça va conduire à un poids différent du Canada dans les opérations internationales, du Québec dans les opérations internationales du Canada. Donc, je mets j'utilise ces deux clés d'apportionnement. Et donc, ça va me permettre d'avoir une mesure de l'importance des IDE québécois. In fine, l'importance des IDE québécois relativement aux IDE totaux. Et ça va me permettre d'approcher la part des profits étrangers canadiens qui sont réalisés par des entreprises québécoises. Donc ça, c'est le chiffre que j'ai. L'échelle est vraiment pas bonne, ça donne l'impression que ça varie beaucoup, mais ça varie entre 16% et 15,2%. D'accord? Donc la part du Québec dans les profits étrangers réalisés par les entreprises canadiennes, c'est à peu près 15-16%, contre 21% des profits totaux. Donc, ça veut dire que le Québec est relativement moins internationalisé que d'autres provinces, notamment moins internationalisé que l'Alberta et que l'Ontario. OK, donc quand je mets tous ces chiffres les uns après les autres, ça me dit qu'au Canada, comme je vous ai dit, la réduction de charges, c'était à peu près 7%. Comme le Québec est moins exposé aux investissements directs à l'étranger, donc moins exposé au recours aux paradis fiscaux, de par sa structure productive, on tombe à des chiffres qui sont autour de 5% de réduction de charges. OK, donc si jamais on met ces chiffres en perspective, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que on a vu tout à l'heure que la planification fiscale, elle permettait aux entreprises québécoises de réduire le taux de taxation statutaire, leur taux de taxation, de près de 43%. Et ce qu'on a montré ici, c'est que les paradis fiscaux, ça permet une réduction des charges de 5,5%. Donc, ça veut dire qu'à peu près 12% de l'écart entre le taux statutaire et le taux effectif est lié au recours aux paradis fiscaux. Juste pour mettre ça en perspective, pour vous donner des chiffres en valeur, bon, déjà, j'aime bien rappeler. Donc là, on arrive au moment où on donne des chiffres. Et quand je donne des chiffres, en général, on me dit c'est petit. J'aime bien mettre en perspective pour qu'on ait en tête pourquoi est-ce que les chiffres qu'on trouve pour le Québec sont si petits relativement aux États-Unis. Bon, d'abord, je pense qu'on sait tous dans la salle, mais au cas où, mais c'est toujours bien de remettre les chiffres en perspective. Le PIB du Québec, c'est 440 milliards de dollars. Le PIB du Canada, c'est 2000 milliards de dollars. Et le PIB des États-Unis, c'est 25 000 milliards de dollars. D'accord? Donc, il y a un rapport de 1 à 20.
entre le Québec et les États-Unis. Donc, c'est normal que les montants qu'on trouve pour le Québec soient plus petits. C'est juste un effet d'échelle. Les profits réalisés à l'étranger au Canada, ça a représenté à peu près 40 milliards de dollars. Il y a 15% qui sont imputables au Québec. Donc, ça veut dire qu'il y avait à peu près 6 milliards les entreprises québécoises, elles réalisaient à peu près 6 milliards de profits à l'étranger. Sur ces 6 milliards de profits, il y avait 1,5 milliard qui étaient réalisés dans les paradis fiscaux. D'accord. Donc, ça, c'est les montants, des montants qui sont réalisés par des entreprises québécoises et qui sont taxés à un taux d'à peu près 0%. Et effectivement, donc des fois, c'est aussi ça, c'est que parfois on entend les chiffres en termes de milliards. Les milliards, c'est le 1,5 milliard, c'est le montant qui n'est pas taxé à un taux de 26%. Mais ce n'est pas les 1,5 milliards que les administrations fiscales récupéreraient directement. D'accord. Les administrations fiscales, elles taxent à hauteur de leur taux d'imposition. C'est-à-dire qu'au niveau provincial, c'est 11%, au niveau fédéral, c'est 15%. Donc, ce serait, si on supposait que le taux auquel faisait face, auquel devrait être taxé, c'est 1,5 milliard, c'était 26%. Ça me donnerait un chiffre d'à peu près 400 millions de dollars de pertes pour les administrations fiscales. Et donc là, j'ai souligné le S à administration fiscale. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que ça, c'est les profits mondiaux des entreprises québécoises. Et ce n'est pas sûr que c'est l'activité associée à ces profits, elle ait lieu au Québec. Peut-être que ça a lieu en Ontario, peut-être que ça a lieu aux États-Unis, peut-être que ça a lieu en Allemagne, peut-être que ça a lieu au Japon. D'accord. Donc, toutes les filiales d'une entreprise québécoise sont pas… il y en a une partie dans les paradis fiscaux, mais toutes les autres, elles ne sont pas nécessairement au Québec, elles sont partout dans le monde. Et donc, l'impôt qui est évité par le recours aux paradis fiscaux, ce n'est pas un impôt qui forcément serait in fine attribué à l'administration fiscale québécoise ou à l'administration fiscale canadienne. Il n'empêche que c'est 400 millions de dollars qui sont pas payés. Encore une fois, pour regarder ces chiffres-là, il faut bien avoir en tête que c'est quelque chose qui est extrêmement granulaire. Il y a plusieurs études que j'ai citées tout à l'heure qui montrent que vraiment une poignée d'entreprises sont actives dans les paradis fiscaux et sont actives au niveau mondial, ou en tout cas comptent pour la plus grande partie des profits à l'étranger et des profits dans les paradis fiscaux. Donc, ce 400 millions, il est réparti sur un petit nombre de sociétés. Notamment, là, il y a la Fed qui a sorti un rapport hier sur le cash qui est détenu par les multinationales américaines à l'étranger. Et 15 entreprises américaines détiennent 80% du cash US à l'étranger. Pour vous donner des ordres de grandeur du niveau de granularité, et la plus grosse entreprise américaine, qui n'est pas citée dans l'étude de la Réserve fédérale, la plus grosse, elle détient 40% du cash américain détenu à l'étranger. Donc, c'est extrêmement granulaire. Donc, quand on voit ce chiffre de 400 millions, on peut se dire c'est petit. On peut aussi se dire c'est petit, mais c'est concentré, mais c'est relativement concentré. Donc, ça vaut la peine de regarder. Moi, ce que je pense, souvent à la fin, on me demande est-ce que c'est gros, est-ce que c'est petit, est-ce qu'on doit faire quelque chose. Je pense que c'est suffisamment gros pour qu'on mette les moyens au niveau du Québec et au niveau du Canada pour avoir des données qui soient bien meilleures que celles dont j'ai à disposition et qui nous permettent de quantifier, puisque là, il y a des marges d'erreur que je peux même… c'est vraiment des ordres de grandeur que je vous donne. Il faudrait vraiment qu'on ait accès à des meilleures données. C'est un problème suffisant, en tout cas, c'est des montants suffisamment élevés pour que les chercheurs et les administrations publiques se mettent ensemble et étudient la question de manière plus profonde. Ouais. Ça dégonfle un peu la ballon de dire si on va chercher des affaires qui s'en vont dans les paradis fiscaux, nos services pourront être vraiment mieux financés, nous aussi, comme ça. On n'a plus de problème, en d'autres mots, si on va chercher ça. Alors, ça fait pas, ça va coûter 200 millions, on va aller chercher. On va aller chercher 400 millions, on va aller chercher 200 millions. Puis là, dans le budget… Ouais, donc en fait, c'est exactement ça. Donc, parfois,
et c'est là où en fait, il y a deux réponses à ça. La première réponse, c'est effectivement, donc quelqu'un qui va venir et qui va, en tout cas, à moins que quelqu'un arrive avec d'autres chiffres. Je suis prêt à recevoir d'autres chiffres pour le Québec. J'en ai pas vraiment d'autres, mais je serais heureux d'avoir d'autres chiffres pour le Québec avec des estimations différentes de celles-ci. Mais effectivement, à l'aune de ces estimations-là, on ne va pas régler tous les problèmes du Québec juste en récupérant l'argent des multinationales. Ceci étant dit, reste que c'est des montants, des sommes considérables, 400 millions de dollars pour une petite entreprise ou pour un particulier, c'est une somme considérable. Et si on retourne à la première image de ma présentation qui était les gilets jaunes, la question, ce n'est pas tant de savoir est-ce que c'est gros ou est-ce que c'est petit pour financer toutes les choses. La question, c'est plus d'un point de vue de cohésion sociale, de cohésion de la société. Est-ce qu'on accepte ou non qu'une partie des entreprises, qui sont les plus grosses entreprises, qui bénéficient déjà d'un certain nombre d'aides, d'infrastructures, etc., se soustraient ces montants-là à l'impôt. Donc, c'est plus je pense que la question, elle doit se poser dans cet ordre-là. Et effectivement, elle doit moins se poser sur est-ce qu'on peut régler tous les problèmes avec l'évasion fiscale ou l'évitement fiscal. L'information réelle des données, les gens vont relativiser. Ils vont dire effectivement, probablement que l'évasion fiscale des individus, le travail au noir, mettez tout ce que vous voulez, c'est peut-être 20 fois pire ou 30 fois pire que ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que la vraie information permet de relativiser un problème. Tu ne sortiras pas dans un des gilets jaunes parce qu'il y a 400 millions. Ouais, j'ai pas forcément, j'ai pas envie de commenter la politique française, mais je veux dire, si on prend, si jamais si on prend les montants qui étaient en jeu avec l'impôt sur la fortune en France, avec la suppression de l'impôt sur la fortune en France, c'était rien du tout. C'était des dizaines de millions d'euros, c'était rien. Et il y a une dimension d'acceptabilité qui va forcément se poser à un moment. Donc peut-être qu'effectivement au Québec, on va relativiser, mais dans d'autres contextes, et peut-être qu'avec un taux de chômage à 5% et une croissance qui va bien, au final, ça passe. Mais peut-être que dans d'autres contextes, dans des situations où le taux de chômage augmenterait, où les taux d'intérêt augmenteraient, etc., peut-être que ces chiffres-là, ils pourraient susciter de l'indignation aussi au Québec. Donc après, mais il faut juste avoir ce chiffre. On ne va pas tout régler si on récupère cet argent-là, mais il y a quand même de l'argent. Et les gens qui disent qu'il y a de l'argent, ils ont un point quand même, c'est des montants. Mais effectivement, ce n'est pas des montants qui vont permettre de refinancer ou de faire Je ne voulais pas le dire, mais ouais. Donc, je suis d'accord avec ces chiffres indiquent que c'est important de mieux comprendre le problème de la société. Simplement, les autres implications de la politique sont un peu plus. Valérie Pétianti de l'Université de Toronto a écrit un papier il y a quelques années, donc vous l'indiquez, regarde, donc le tax haven ont un effet positif sur la compétitivité des entreprises canadiennes sur l'emploi. Et la raison, c'est justement parce que ces entreprises sont en concurrence avec les entreprises américaines, les entreprises européennes qui font la même chose. Si eux ne le font pas, ils sont en désavantage. Donc, et naturellement, je ne suis pas en train de t'appuyer, mais je suis d'accord avec ça, mais ça démontre que pour comprendre donc, le rôle que le tax haven, premièrement, on va comprendre quel est l'enjeu. C'est grand, mais pas si grand qu'on va commencer à avoir des articles dans la presse de mecs qui vont indiquer c'est le plus grand problème qu'on a maintenant. Par contre, on a besoin de données pour, par exemple, pouvoir étudier si c'est un avantage ou un désavantage. Exactement, parce que l'étude que tu cites là, c'est une étude, je crois, de 2000, donc qui a 2007, enfin, qui a une bonne dizaine d'années, avec des données clairement imparfaites. Je veux dire, moi, je suis prêt, je serais heureux que les entreprises viennent en m'expliquant qu'elles créent des emplois grâce à ces stratégies de planification fiscale et qu'elles me laissent accéder aux données et pouvoir tester ça dans les données. Et je pense que c'est ça tout le point. Mais pour que le débat soit informé, on va avoir besoin d'avoir ces données. Limitation, j'ai fait je vous ai parlé des données je pense que
Ça, hier, on avait la chance d'avoir Éric Girard, le ministre des Finances à l'UQAM. On a eu l'occasion de parler un petit peu avec lui. Et quand il nous a demandé si on avait des choses à dire, il y avait 2 collègues qui travaillent sur les histoires d'éducation et de santé au Québec qui ont dit on a un problème, c'est les données. Les données existent, on n'arrive pas à les avoir. Et moi, j'ai dit, je suis encore plus embêté parce que les données, il semble qu'elles n'existent même pas. Et vraiment, et à chaque fois que je rencontre, quand on a des rencontres au Cyrano ou dans d'autres instances sur les questions de politique économique québécoise, on se heurte souvent à ce problème de données. Aux États-Unis, ça existe. Donc, il y a la partie profit réalisé dans les paradis fiscaux. J'ai envoyé des mails à StatCan qui m'a dit pour des raisons de confidentialité, on ne peut pas vous donner cette information. Donc, je leur ai dit, ils l'ont. Ils me disent, c'est pas vraiment fiable, on ne veut pas vraiment vous donner cette information. Donc, je n'ai pas réussi à avoir cette information-là. Donc, ça, c'est au niveau du Canada. Au niveau du Québec, il y a vraiment très peu de statistiques. Je veux dire, StatCan, ils font surtout ces statistiques de balance des paiements ou d'investissement direct. Ils les font surtout au niveau fédéral. Il n'y a pas toujours de désagrégation provinciale. Et l'Institut de statistique du Québec, eux, en fait, ils n'ont pas de. C'est des statistiques d'entreprise, donc ils n'ont pas la possibilité d'aller collecter ces données. Ils n'ont pas de mandat pour collecter ces données. Donc, on est vraiment face à je pense, un problème en tant que chercheur et en tant que décideur public. En termes de recommandations, il y a eu cet accord lié au BEPS, d'accord, cet accord de l'OCDE. Le Canada a signé cet accord. C'est-à-dire que maintenant, les entreprises au Canada doivent faire un reporting de leurs activités pays par pays. Donc, maintenant, les données, elles existent quelque part, je ne sais pas où, depuis 2018. Et donc, je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir des initiatives conjointes entre les administrations publiques et les chercheurs, toujours avec de la confidentialité, etc. Il n'y a pas de problème, comme ça peut se faire aux États-Unis, comme ça peut se faire en Allemagne, comme ça peut se faire en Belgique, comme ça peut se faire en France, de commencer à exploiter ces données pour avoir une meilleure idée encore une fois, quel type d'entreprise va être plutôt présent dans les paradis fiscaux, quels sont les montants en jeu. Et ensuite, si on a les données d'entreprise, on pourra essayer de voir quel est l'impact sur l'investissement, quel est l'impact sur l'emploi, quel est l'impact sur la productivité, etc. L'autre chose, je reviendrai sur le point du milieu à la fin, en fait, mais le deuxième point, c'est qu'en ce moment, c'est de plus en plus discuté, et c'est discuté à un point où, par exemple, j'ai des co-auteurs en France qui parlent directement avec le cabinet du Premier ministre sur les questions de taxation à proportion de l'activité réelle. Donc, on prend le profit total d'une entreprise, le profit mondial d'une entreprise. On dit sur ce profit mondial, il y a X% qui est réalisé dans mon pays, et donc, je vais taxer à mon taux de taxe X% de ce profit mondial. Donc, ces formules d'apportionnement, qui peuvent exister d'ailleurs entre provinces au Canada, ces formules d'apportionnement au niveau international, je ne sais pas si le ministère est en train de regarder ça en détail, mais je n'ai pas vu grand-chose pour l'instant pour le Canada ou pour le Québec. C'est des choses, je pense, qui méritent d'être étudiées parce qu'il semblerait qu'une partie des fiscalistes, des économistes, etc., sur ces questions-là et une partie des politiques poussent vers des règles comme ça. Donc, ce sera intéressant de voir, d'une part, qu'est-ce qui se passerait si le Québec mettait en place ces réformes, mais aussi qu'est-ce qui se passe si demain l'Union européenne décide de mettre en place une réforme comme ça. Qu'est-ce que ça changerait pour les entreprises québécoises? Le débat sur les paradis fiscaux, il va probablement conduire à des modifications dans la manière dont on taxe les multinationales, et ce serait bien de voir l'impact. Enfin, la dernière chose, c'est une chose simple. Quand on voit SNC-Lavalin, les problèmes qu'ils ont parce qu'ils n'ont pas accès aux contrats publics, je me dis que si vraiment il y avait une volonté d'enforcement, de mise en place et de contrôle des stratégies de planification fiscale trop agressives de certaines multinationales, on pourrait éventuellement penser à conditionner certains contrats publics avec des mesures de taux de taxe effectifs. C'est des choses qu'on connaît pour la plupart des entreprises relativement bien. Le taux de taxe effectif, si c'est une chose qu'on connaît, c'est ça. En tout cas pour les entreprises cotées en bourse. Donc ça pourrait être une piste si on voulait
avoir une législation plus contraignante ou peut-être avoir des pénalités. Parce que là, pour l'instant, ce qui se passe, c'est vraiment très difficile quand il y a de l'évasion fiscale de dire si c'est de l'évasion fiscale ou de l'évitement fiscal. Ça coûte extrêmement cher. Il n'y a rien. On tire pas grand-chose, les gouvernements ne tirent pas grand-chose de ça. Et d'ailleurs, les pays qui arrivent à récupérer de l'argent en lien avec ces activités de planification agressive, en général, ce qu'ils font, c'est des accords bilatéraux. Aujourd'hui encore, la France, elle a signé un accord avec, je crois que c'est Google, avec Apple, sur 500 millions d'euros sur 10 ans qui sont payés ex post par Google pour les activités en France. Donc, c'est toujours des accords bilatéraux. Il n'y a pas de loi en tant que telle ou de changement de législation qui va permettre de régler le problème. En tout cas, on ne l'a pas trouvé pour l'instant. OK, je vous remercie. Si vous avez d'autres questions, je suis preneur. Ouais. Non, je ne le vois pas comme un problème de mesure. Au profit financier, on va retrancher. Donc déjà, c'est un problème de mesure pour la première partie. La deuxième partie sur la valeur des profits qui sont réalisés dans les paradis fiscaux, elle s'affranchit. Enfin, c'est une autre source de données. Mais sur le taux de taxe effectif, donc on a ce profit financier. Et effectivement, ce profit financier il est différent du profit comptable parce qu'on va déduire certaines dépenses, on va déduire l'amortissement, on va prendre en compte, on va reporter des pertes, etc. Mais ça me dit quand même qu'il y a tout un tas, l'écart entre le taux effectif calculé et le taux statutaire, me dit qu'il y a tout un tas de dispositions légales mises en place par le gouvernement qui permettent aux entreprises de réduire leur taux de taxe effectif. Et ce que montre l'étude, c'est que parmi tous les dispositifs, le recours aux paradis fiscaux, c'est une petite partie. Et donc, en gros, 80%, 90% de l'écart, c'est lié à des dispositifs qui sont complètement légaux et qui sont même, encore une fois, encouragés par le gouvernement. Donc, si on fait des crédits d'impôt pour la recherche et développement, c'est parce qu'on veut inciter la recherche et développement. Ouais. Ouais. Donc, quelque part, votre profit, le profit fiscal, Ouais. c'est quelque chose qui serait le profit fiscal normalement accepté dans la société. OK. Ouais, donc ça, c'est un bon point. Je ne sais pas si dans les données, j'ai le détail qui permettent de… Il faudrait que je vois si je peux reconstruire quelque chose entre les deux, mais effectivement, il y a cette partie-là. Donc, et c'est pour ça qu'il ne faut pas lire les 10 points de pourcentage comme étant quelque chose de vraiment mauvais, négatif, les méchantes multinationales, etc. Il y a toute une partie, comme vous dites, qui est juste acceptable, acceptée et même recommandée. Oui, vous me demandez si vous avez considéré si le problème est entièrement dû à l'existence des paradis fiscaux ou à l'application que les professionnels au Québec, au Canada font de la réglementation existante. Ça pourrait être les fiscalistes, les comptables, les banques. Souvent, la réglementation est appliquée, la réglementation est claire, et parfois, l'application est parfois douloureuse, mais effective ou artificielle, surtout en termes d'établir à quel endroit les décisions sont prises à l'origine de ces profits étrangers. Pensez-vous que ça… Après, là ça devient des questions qui sont plus à poser à des juristes. Mais il y a une étude de 2 juristes je crois, de l'Université Calgary qui avait l'air vraiment, qui était vraiment bien documentée. Et eux qui expliquaient qu'en fait, la législation canadienne, elle était beaucoup plus contraignante pour les filiales d'entreprises étrangères qui opèrent au Canada. Donc pour elles, il semble que ce soit beaucoup… Donc là, c'est vraiment lié à leur étude, parce que je n'ai pas de compétences particulières dans ces questions, mais il semble que la législation elle soit beaucoup plus contraignante pour les filiales étrangères au Canada que pour les entreprises canadiennes qui ont des filiales à l'étranger. Et il y a tout un pan de loi au niveau fédéral
devrait limiter le profit shifting, donc le déplacement des profits du Canada vers d'autres juridictions, qui est en fait, semble-t-il, vraiment pas très contraignant et que les gros cabinets d'audit et de conseil parviennent à dépasser assez facilement. Mais donc, il y a une partie purement législative qui pourrait… En même temps, probablement, la chiffre que vous avez donnée avant limite l'impact des compagnies comparé aux individus parce que les professionnels vont très bien savoir qu'est-ce que c'est le texte de la loi, mais ils vont appliquer l'intelligence artificielle pour faire plaisir aux clients pour dans les calendriers. Ouais. Juste pour revenir aussi sur ce point de conséquences économiques en fait, de l'évitement fiscal, effectivement, on doit penser l'évitement fiscal comme peut-être que ça rend nos entreprises plus compétitives et ça permet de sauver de l'emploi, de développer la recherche et le développement, l'investissement au Canada, etc. Il y a un autre pan qui est aussi important, c'est que cet évitement fiscal, pour y avoir accès, il faut être une multinationale. Il faut avoir une filiale dans les paradis fiscaux. C'est quelque chose qui est extrêmement coûteux. D'accord ? C'est des centaines de milliers de dollars. Et donc ça crée une distorsion de la concurrence entre les plus grosses entreprises au Canada et les plus petites entreprises au Canada. Et donc ça, je sais, et encore une fois, je sais pas dans quel sens ça va jouer, mais là en ce moment, ce que je suis en train de regarder, je regarde ça pour les États-Unis, je regarde un peu pour le Canada, c'est justement l'effet de l'augmentation de l'évitement fiscal sur la structure de la concurrence aux États-Unis. Et donc ce faisant, si on prend cette approche-là, c'est de dire, ben, écoute, parce que les autres vont évidemment, si j'en fais pas, je suis moins difficile. Donc, c'est un problème international, dans le fond. Oui, mais tu sais, il faut expliquer l'ensemble du problème dans l'ensemble des pays. Parce que sinon, comme on disait tantôt, les propres entreprises peuvent être défavorisées parce que tu les empêches de faire l'évitement qui leur permet, elles. Exactement, mais en tenant ce discours, on a encore que les multinationales québécoises, je n'ai pas les chiffres pour le Canada, mais si je prends la plupart des pays développés, les multinationales, c'est 4-5% des entreprises. Donc, c'est-à-dire, et sur les multinationales, si les multinationales paradis fiscaux, c'est 1% ou 0,1%. Donc, il y a très, très peu d'entreprises au Canada qui ont accès à ces stratégies-là. Et donc, d'un côté, elles sont, effectivement, ça permet d'être compétitif par rapport aux Américains, par rapport aux Allemands, etc. Mais ça crée aussi une distorsion de concurrence en interne entre toutes les entreprises canadiennes qui, elles, n'ont pas accès à ça et les quelques entreprises. Donc, il y a deux niveaux de distorsion et c'est pour ça qu'on a besoin de plus de données. C'est le message de la fin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui. Non, oui, c'est les montants. Oui, si les montants, c'est plus que proportionnel. Donc parce que c'est en part des profits étrangers. Oui, c'est plus que ça a augmenté. Ok, la part des paradis fiscaux dans les profits étrangers canadiens a augmenté plus vite que la part des profits étrangers dans les profits totaux. Ok, merci à vous.